Notre société a un double regard sur l'enfance qu'on pourrait presque qualifier de schizophrène. D'un côté, elle sacralise l'enfant victime, elle peut perdre toute lucidité dans l'horreur qui nous saisit devant certaines affaires, comme on a pu le voir dans l'affaire d'Outreau, en voulant ignorer que l'enfant n'est pas une icône totalement détachée de son contexte familial avec lequel il n'aurait aucun lien. Et dans le même temps, elle s'effraie de la soi-disant montée de la délinquance juvénile, de l'augmentation des situations de mineurs délinquants, de plus en plus violents, de plus en plus jeunes, selon un discours stéréotypé qu'on entend beaucoup. Le juge des enfants, comme vous le savez, joue un double rôle en France. C'est une originalité en droit européen, à la fois de protection de l'enfance et de sanction du mineur délinquant. Il est donc bien placé pour observer ce double regard. On parle donc à la fois de l'enfance comme d'un trésor et d'une menace. Qu'on en parle comme un trésor me semble une très bonne chose, car il faut rappeler, d'une évidence qu'on oublie, que l'enfance perdue ne se rattrape pas, l'enfance volée non plus. La place de juge des tutelles que j'ai occupée également, donc pour des personnes âgées au moment de la fin de la vie, permet de vérifier que 60 ans plus tard, 70 ans plus tard, les déchirures de l'enfance sont toujours présentes. Je me souviens de cette femme de 60 ans venue me demander une mesure de protection pour sa mère âgée et qui s'est subitement écroulée en évoquant sa propre enfance de petite fille bâtarde et en me disant « ma mère n'a jamais pu m'aimer ». Lorsqu'on constate cela, on se dit que notre société devrait mettre tous ses efforts sur l'intervention en assistance éducative, donc ce qui est la protection de l'enfance en danger, l'action contre les violences intrafamiliales, tous les signes de décrochage scolaire, l'accompagnement en prévention, au lieu de se focaliser sur ce que nous appelons la tolérance zéro face à la délinquance des mineurs. Mais parler de l'enfance comme d'un trésor n'a pas que des avantages, car effectivement, nos enfants sont devenus des trésors. Ils arrivent plus tard dans le projet de vie, ils sont moins nombreux, ils sont porteurs de tant d'espérance des parents, sommés de réussir scolairement, dans le sport, les loisirs, etc. Enfants miroir des victoires que nous n'avons pas remportées, enfants boucliers dans des combats que les adultes n'assument pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon enfant qui ne veut pas voir le père ou la mère. Bien des familles d'aujourd'hui me paraissent être devenues des îlots trésors, îlots de souffrance, repliés sur leur solitude, se comportant parfois comme des forteresses assiégées. Lorsque vient la rupture, l'enfant devient alors le trésor de guerre, dont chacun voudra avoir sa part rigoureusement identique à celle de l'autre, dans un combat acharné mené autour de ce qu'on appelle maintenant la résidence. Dans ces îles au trésor, il est urgent et indispensable de pouvoir envoyer des tiers qui aient la patience, la compétence nécessaire pour prendre le temps d'aborder, d'apprivoiser la famille, de comprendre la raison de ces nœuds qui emprisonnent l'enfant et ses parents. Bien évidemment, il ne s'agit pas de stigmatiser ces familles ou ses parents. La résidence alternée, qui peut être évidemment une excellente chose pour l'enfant si les parents s'entendent suffisamment, peut s'inscrire dans cette logique de la vie de l'enfant comme un bien matériel à partager en deux. Les juges des affaires familiales d'aujourd'hui sont les Salomon d'autrefois. Il leur faut découper la vie de l'enfant en deux, sans être ou très rarement arrêtés dans leurs gestes par le cri de l'un disant « laissez-le plutôt à l'autre ». Ce ne sont pas des cris que les juges des affaires familiales entendent souvent. C'est un débat sans fin pour savoir si chacun aura exactement autant de temps de la vie de l'enfant. Parents et bien plus enfants s'épuisent et épuisent les professionnels dans des procédures qui ne résoudront rien, car l'enjeu est ailleurs. Car il s'agit bien sûr toujours d'histoires personnelles douloureuses. La véritable question demeurera toujours du dialogue qu'il aurait fallu pouvoir maintenir entre les parents, de l'espace de médiation qui manque aujourd'hui. La meilleure décision judiciaire ne remplace pas ce dialogue indispensable entre les parents pour que leur enfant grandisse dans de bonnes conditions. Trop d'adultes se sont pris dans la confusion encore entre la parentalité et la conjugalité et ne parviennent pas, au moins dans un premier temps, à rester parents ensemble. Enfants surexposés, enfants otages, enfants surexposés au risque, on pourrait dire le premier risque pour ces enfants, c'est celui de parler. L'enfant ne devrait pas être placé dans une position d'adulte. Son premier droit est de ne pas savoir, de ne rien vouloir dire, de vouloir tout, de changer d'avis,
de dire des choses différentes selon ses interlocuteurs. Ne lui volons pas ce temps irremplaçable, laissons-lui ce droit de ne pas forcément savoir ce qui est de son intérêt et assumons notre place d'adulte. C'est le contraire de ce qu'on voit dans les situations d'enfants otages. Il faut dire que l'évolution, qui en elle-même évidemment est une bonne chose, juridique, a renforcé cette place en donnant une place à l'enfant dès qu'il a un âge suffisant, en général autour de l'âge de 13 ans, en l'associant à toutes les procédures le concernant, en rendant même aujourd'hui obligatoire de lui notifier qu'il a le droit d'être entendu. De ce fait, des enfants peuvent être entendus plusieurs fois dans les procédures, vivre ensuite comme une culpabilité énorme d'avoir dit au juge, par exemple, qu'on avait envie de rester dans le même collège, et de ce fait, d'avoir choisi, entre guillemets, de ne pas partir avec sa mère. Lorsque le juge motive sa décision exclusivement par rapport à la position de l'enfant, cette position sera évidemment insupportable, insoutenable la plupart du temps pour l'enfant. Les juges des enfants sont les magistrats qui, depuis leur création, c'est-à-dire 1958, sont des juges chez qui l'audition de l'enfant est prévue, sans aucun âge minimum d'ailleurs pour cela. Le juge des enfants peut d'ailleurs être saisi par le mineur, ce qui est tout à fait exceptionnel également. Donc ce sont des magistrats qui entendent les enfants, on va dire, depuis très longtemps. L'évolution moderne, et par exemple l'évolution de ma pratique, m'a amené à en fait entendre moins d'enfants dans certaines situations, parce qu'ils n'ont déjà été que trop entendus, ou à les entendre pour leur dire qu'ils peuvent surtout ne rien dire. Je précise que dans ma pratique, lorsque je suis saisie en assistance éducative, je prends toujours un temps spécifique pour l'enfant, préalablement, avant de recevoir tout le monde ensemble, manière de dire d'abord, de signifier qu'on est là pour cet enfant ou ces enfants-là, et ensuite, du fait de ce systématisme, de lever les questions sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui on entendra l'enfant à part et pas une autre fois. Je précise aussi, peut-être c'est utile, que nous avons une organisation complexe entre le juge des affaires familiales et le juge des enfants, le juge des affaires familiales étant le seul juge compétent pour statuer sur la résidence de l'enfant, sur le droit d'hébergement, donc en quelque sorte le juge de droit commun, et le juge des enfants étant le juge de la situation de danger, mais n'ayant pas de compétence pour statuer sur le droit d'hébergement, par exemple, du parent, même si l'on est dans une situation de danger. Cette complexité est difficile à comprendre pour les mineurs, les familles et même les professionnels. Je rappelle que le juge des enfants peut prendre tout un certain nombre de mesures d'investigation, d'évaluation pluridisciplinaire, ce qu'on appelle aujourd'hui les mesures judiciaires d'investigation éducative, mais les cycles ne cessent de changer, donc peu importe. Mesures d'accompagnement, assistance éducative en milieu ouvert, AMO dans notre jargon, donc qui sont des mesures d'accompagnement au long cours des mineurs et des familles, et enfin de mesures de placement. J'y reviendrai. La mesure d'assistance éducative en milieu ouvert aura pour principale difficulté de recentrer son intervention sur l'enfant et de n'être pas prise à son tour dans le conflit parental, car bien entendu, l'intervenant sera convoqué par l'un des parents pour constater les torts de l'autre. L'enfant pourra, dans ce contexte, ne pas s'autoriser à parler à l'intervenant de ce qu'il ressent lorsqu'il ne veut trahir personne, donc il n'en dira le moins possible, ou ce qui est encore pire, dira ce qu'on attend de lui ou de ce qu'il pense qu'on attend de lui, d'où des versions totalement contradictoires et répétées sur ce qu'il peut vivre de mauvais vis-à-vis de l'autre parent. Alors, de telles positions peuvent rendre fou, clairement, un enfant, et on peut comprendre que certains enfants choisissent de s'y soustraire. Dans ce cas, comme je l'ai dit, soit ils se tairont, soit ils choisiront leur camp. Ils s'y tiendront, on peut même redouter qu'ils ne soient pris dans ce camp pour leur vie entière. Je voudrais vous lire un tout petit extrait donc d'un récit qui s'appelle Aurélien. J'ai écrit un livre qui s'appelle donc Des enfants otages dans les conflits d'adultes. Et c'est là l'extrait d'un enfant qui a choisi d'être dans le camp de son père. Quand papa parle de ça, on dirait qu'il va pleurer. Maman, c'est la femme de sa vie. Malgré tout ce qu'elle lui a fait, il aime Raquel. Depuis qu'ils se sont connus au collège, il a su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et elle, l'imbécile,
Elle n'a rien compris. Elle s'est barrée avec un type qui va finir par la laisser tomber, qui ne vit même pas avec elle et qui n'est pas capable de lui payer une bagnole digne de ce nom. Aurélien n'aime pas que papa parle comme ça, parce que ça lui donne envie de pleurer, lui aussi. Et les hommes ne pleurent pas. C'est papy qui le dit. Une fois, avec Madame Julia, il a pleuré très longtemps. Il en a marre de toutes ces disputes. Ce serait bien si ça criait pas tout le temps et s'il avait des bonnes notes en classe, comme ses deux cousins Brice et Renaud. Après, il a eu honte d'avoir pleuré comme ça. Ça fait longtemps qu'elle vient le voir, Madame Julia. Il était encore à l'école maternelle quand elle l'emmenait rencontrer maman dans un bureau. Aurélien ne s'en souvient plus très bien, juste qu'il ne voulait pas répondre à maman et tournait la tête quand elle lui parlait. Il paraît qu'à cette époque, il se roulait par terre quand maman venait le chercher. Même qu'une fois, les gendarmes sont venus avec maman et que papy et mamie étaient bien embêtés. Malgré ça, maman n'a pas pu emmener Aurélien. Les gendarmes non plus n'ont pas su quoi faire, dit mamie. Même si Aurélien ne s'en souvient pas, il est très fier d'avoir fait partir les gendarmes sans résultat. C'est normal qu'il en veuille à maman, avec tout ce qu'elle nous a fait. Madame Julia a demandé qui c'était, nous. Dans ces situations, on voit bien que l'intervenant pourra être perçu comme le persécuteur, rappelant l'existence du mauvais parent, et sera rejeté à son tour. Il faut bien dire que l'intervention en assistance éducative dans ces situations particulièrement enquistées n'aboutit pas toujours. Alors, il reste la mesure de placement en milieu neutre, demandée parfois par certains parents, tout à fait désespérés, par exemple, dans leur incapacité à avoir des relations avec leur enfant. Il faut rappeler que la loi pose la mesure de placement comme un ultime recours et nous donne la consigne de maintenir l'enfant dans son milieu naturel chaque fois que c'est possible. Intellectuellement, le placement en milieu neutre apparaît parfois comme la meilleure solution. Dans la pratique, il est très difficile à mettre en place. Au moins, l'évocation du placement en milieu neutre a parfois le mérite de réconcilier les combattants. Il faut également indiquer qu'il n'est pas facile d'arracher, par exemple, à cette mère entretenant avec ses enfants une relation particulièrement fusionnelle, des enfants qu'elle n'autorise pas à aller vers le père. Parfois, le recours à des réponses pénales, par l'engagement de poursuites pour la non-représentation d'enfants, débloque parfois certaines situations. J'ai pu le constater encore récemment par rapport à une préadolescente qui, lorsqu'elle a entendu que maman risquait d'aller en prison, s'est autorisée à revenir chez son père. Bien entendu, je ne dis pas qu'il s'agisse d'une situation miracle, d'une solution miracle. Chaque situation est particulière. Parler d'enfants otages ne doit pas nous limiter aux conflits parentaux. Les enfants sont pris aussi dans des contrats intrafamiliaux qui ne sont pas de loin plus simples. Je pense à cette jeune fille prise dans un conflit entre sa mère, sa tante maternelle, sa grand-mère maternelle, qui l'a placée dans une position d'extrême souffrance. Là, on peut parler vraiment d'une enfance surexposée au risque, au point d'être en échec scolaire et dans des problèmes d'obésité mettant en jeu sa santé. Elle a elle-même demandé un placement qui, une fois ordonné, a bien entendu été rejeté, ne pouvant être qu'un échec. La famille d'accueil en question ne pouvait évidemment pas être la réponse pour cette jeune fille. Jusqu'à même faire une tentative de suicide lorsque j'ai pris la décision, malgré tout, de maintenir le placement. Elle ne va mieux aujourd'hui que grâce à une prise en charge sanitaire, je mets entre guillemets, puisqu'effectivement il s'agit d'une prise en charge de soins, mais qui a surtout, me semble-t-il, aussi le mérite d'être enfin ce milieu neutre qu'on recherchait. Ce sont aussi ces enfants, situation que j'ai traitée il y a des années, pris entre leur mère et leurs grands-parents maternels, dans un conflit d'une telle violence qu'ils refusaient même d'être dans la même pièce que leur mère avec un tiers, allant jusqu'à monter sur un toit pour manifester leur refus. Personne ne sait que faire dans ce type de situation. Pompiers et policiers sont désarmés devant des enfants et peinent à intervenir de manière autoritaire. La mesure de placement en milieu neutre que j'avais décidée n'aboutira jamais en raison d'une mobilisation médiatique et de l'annulation de ma décision par la Cour d'appel. Les enfants resteront chez les grands-parents,
et durant l'intervention ne reverront pas leur mère. Évidemment, j'ignore ce qu'il en est aujourd'hui. Dans ces situations, il s'agit évidemment d'histoires complexes entre le parent et sa propre famille qui relèveraient d'une thérapie familiale dont personne ne veut et sans doute n'est en mesure de la faire. Parfois, des démarches de médiation peuvent être tentées. Des enfants sont pris aussi dans des drames comme le meurtre d'un parent par l'autre et l'affrontement de deux familles. Dans ces situations, le juge des tutelles est normalement compétent, mais le juge des enfants est seul à pouvoir mettre en place un accompagnement, donc intervient très souvent également, et c'est lui aussi qui prend souvent les décisions d'urgence. Je pense aussi à cette petite fille dont le grand-père maternel a tué le père, dans une histoire dont elle portera sans doute le poids toute sa vie. Alors, évidemment, dans ces situations si douloureuses, nous parlons sans cesse de soins. Nous, les juges, nous, les travailleurs sociaux, puisque je n'ai pas eu le temps de le dire, je tiens à insister là-dessus parce que c'est une question très importante pour moi. Le juge des enfants n'est rien tout seul. Il est d'abord dans une place de pivot. Il est d'abord celui qui essaye de faire débarquer dans l'île au trésor des bateaux qui sont parfois des pirogues et parfois des paquebots, c'est-à-dire des intervenants qui peut-être pourront travailler avec la famille. Son rôle, c'est essentiellement ça, et il ne peut qu'aider en ça, sinon bien sûr que ce n'est pas sa place à lui-même ou sa décision qui va tout résoudre. Donc ces services et ces juges ne cessent de parler aux mineurs et aux familles de soins. La simple mention de l'utilité d'un suivi psychologique, par exemple, l'autre jour, a amené l'adolescente dans une telle rage qu'elle en a quitté mon audience. Nous voyons bien que le simple choix du soignant peut être déjà l'enjeu d'un conflit qui va occuper la moitié de l'audience. La mère a contacté tel psychologue ou psychiatre sans bien sûr le dire au père, ou le père avait déjà démarché quelqu'un d'autre. Bien sûr, elle ne fait ça que pour m'embêter. Malheureusement aussi, certains psychologues ou certains soignants, psychologues, psychiatres ou autres, enfin certains soignants, comme d'ailleurs les juges, comme d'ailleurs les intervenants, peuvent être pris eux-mêmes dans le conflit et n'ont peut-être pas toujours pu avoir la distance nécessaire. En tout cas, je voulais témoigner de cette première difficulté. Lorsqu'on est arrivé parfois à convaincre tout le monde de l'utilité d'une démarche et de l'utilité aussi de se mettre d'accord sur la personne qu'on ira voir, on se heurte au manque de disponibilité, notamment par rapport aux services publics. Mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus, vous le savez mieux que moi. Nous aurions besoin aussi, dans ces situations, évidemment, d'avis et d'expertise qui puissent nous aider à réfléchir et à prendre, si l'on peut, la moins mauvaise décision, puisque c'est notre objectif. Malheureusement, le manque d'experts, qui est pour nous un problème énorme, nous amène à limiter notre recours à l'expertise en essayant de se centrer sur les situations qui nous paraissent vraiment le nécessiter. Et c'est vraiment un grand dommage. Donc j'en profite pour dire ce matin combien nous aurions besoin d'experts, combien nous souhaiterions pouvoir travailler avec vous d'une manière plus approfondie, plus précise, plus continue. D'une manière générale, c'est peut-être un truisme, mais c'est important de le souligner, le monde de la justice et de la psychiatrie ne se connaissent pas assez, ne se parlent pas assez, noyés que nous sommes chacun dans notre univers par la charge de travail, mais aussi, certainement, par des fantasmes, par une méconnaissance des processus et chez nous, des procédures qui s'imposent à nous, ou tout simplement de notre rôle. Par exemple, je rappelle encore une fois que le juge des enfants n'est pas celui qui peut suspendre le droit d'hébergement d'un parent et que cette question-là est source de beaucoup de malentendus. De manière générale, oui, je vais bientôt conclure pour ne pas laisser... je voudrais donc insister sur la difficulté dans laquelle nous travaillons. Vous le savez, mais c'est quand même important toujours de le rappeler dans la justice, mais pas seulement du côté des magistrats. Alors oui, c'est peut-être intéressant de dire que par exemple à Toulouse, nous sommes 6 juges des enfants pour 7 postes et que nous travaillons toujours à la limite de ce que nous arrivons à faire. Mais si ça n'était, j'allais dire, que les magistrats, ce serait un moindre mal. Tous les services avec lesquels nous travaillons sont totalement
en deçà de ce qu'il devrait pouvoir faire. Lorsque nous ordonnons une mesure, par exemple, de suivi en milieu ouvert aujourd'hui, d'assistance éducative en milieu ouvert, elle mettra 4 à 6 mois à entrer en fonction. Donc vous imaginez la famille que nous avons reçue, avec laquelle nous avons passé une demi-heure, 1 heure, souvent 1 heure, à tenter de les convaincre que ce serait utile d'accepter, pour reprendre l'image, que le bateau débarque dans l'île, et ensuite on les laissera des mois avec un horizon vide et personne qui ne vient en fait réellement les voir. Donc là aussi, on renvoie à ces familles quelque chose de complètement paradoxal, c'est-à-dire qu'on leur signifie dans une décision que la situation de l'enfant est une situation de danger, et après, pendant des mois, on s'en désintéresse. Comment ces parents pourront-ils bien se saisir de l'intervention ensuite ? Alors c'est vraiment, et je voudrais conclure là-dessus, une grande tristesse, car notre société aurait tout intérêt à mettre le paquet sur la prise en charge de l'enfance en danger. On pourrait même le dire de manière cynique en termes de budget public, car l'accompagnement de la séparation, le travail de prévention auprès de la petite enfance éviterait tant de dysfonctionnements graves, de conduite à risque, de conduite auto-agressive, de la délinquance, des hospitalisations, etc. D'autant que cet accompagnement peut s'appuyer toujours sur cette force très spécifique de l'enfance, qui fait que les couloirs des juges des enfants ne ressemblent à aucun des autres couloirs du tribunal, avec cette vie des enfants et des jeunes qu'on croise, arrivant parfois avec leur planche à roulettes ou d'autres chantant à tue-tête. Cette force aussi de l'enfance de s'appuyer par exemple sur la force des fratries, ça c'est quelque chose qui est toujours frappant, combien les enfants pris dans ces situations terribles se soutiennent et avancent ensemble avec un souci permanent du petit frère, de la grande sœur, dont ils ont toujours besoin. C'est ce qui doit nous donner l'espoir d'inventer avec chacun de ces jeunes la force qui lui permettra, malgré tout, de se tenir debout.